Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes. Comment ça va aujourd'hui? Ah bah oui, vous m'entendez, mais moi je vous entends pas. C'est pas une raison pour pas me répondre, hein, donc dites-moi comment vous allez. Bon, alors, on y arrive. Enfin, la fin du confinement. On va pouvoir retrouver nos libraires et reprendre un rythme qui se rapproche de la normale. Bon, c'est une autre histoire pour les cinés, mais j'ai bon espoir, ils devraient rouvrir le 15 décembre. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Geeks, je lis des mangas, des comic books, je vais au ciné, et j'ai donc décidé de partager avec vous ces quelques passions ici même. Et je sens la question qui vous brûle les lèvres. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va commencer avec Roku en comics, puis Sayuri pour le manga, et enfin Happy Birthday pour le ciné. Je sais, c'est pas très récent Happy Birthday, mais c'est récemment arrivé sur Netflix et je fais ce que je peux avec ce confinement. Puis comme toujours, on parlera des prochaines sorties comics, ciné et manga, et on va finir l'émission avec un partage fort sympathique. Encore un gros merci pour vos partages d'ailleurs, et commentaires, ça fait super plaisir à chaque fois de voir comme vous êtes bienveillants mes petits potes. Allez, c'est parti, on commence le podcast avec le tu sors ou je te sors. Tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Et je vais pas mentir, j'ai eu du mal à me procurer mes comics, parce que j'ai pas envie de donner mon argent à Amazon déjà, et la librairie chez qui je vais d'habitude avait pas vraiment une mise à jour de son site adéquate pour que je puisse me procurer mes lectures. Alors heureusement, j'ai eu l'occasion la veille du confinement de faire le plein, et surtout j'ai profité d'être bloqué chez moi pour rattraper le retard. C'est seulement maintenant que je me lance dans The Darkness par exemple. Comment j'ai pu passer à côté de ça pendant autant de temps? J'en ai aucune idée. C'est l'ambiance et le style de comics que j'aime le plus. On a un casting de dingue, puisqu'on a Garcenis et David Wall qui alternent au scénario, puis Mark Silvestri et Michael Turner qui eux s'occupent du dessin. C'est juste parfait. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour je ferai un épisode spécial lecture du passé, mais là on va plutôt s'intéresser aux bouquins sortis récemment, et il y en a un que j'attendais justement il y a quelques épisodes. Je vais évidemment parler de Roku. Je l'ai dit dans l'intro, faites pas comme si vous étiez pas au courant. Bon, c'est sorti le 30 octobre. Et c'est écrit par l'excellent Cullen Bunn, qui est derrière Bone Parish, dessiné par Ramon Bach et ancré par Stéphane Petro. C'est Valiant qui s'occupe de Roku aux US, et donc Bliss Comics en France. Roku, vous la connaissez peut-être, parce que vous avez déjà écouté l'épisode de Supplément Geek où j'en parle, mais aussi parce que c'est une vilaine déjà connue dans l'univers de Nick Jack, et elle est badass de dingue la miss. Pour ceux qui la connaissent pas encore, elle est clairement caractérisée par une couleur, le rouge, qu'elle porte sur sa tenue, qu'on retrouve sur ses cheveux, et surtout dans le sang qu'elle fait bien couler. Du coup, la couve s'en sert, et on y voit notre anti-héros, épée dans les deux mains, le regard qui nous fixe, et les cheveux qui couvrent toute la page. C'est stylé. À la base, notre amie s'appelait Coucou le klaxon. À la base, notre amie s'appelait Angelina, et elle faisait partie du MI6. Mais ça, elle s'en souvient pas. En fait, elle en est même morte. Mais, oui, il y a un mais, elle ne sait pas comment elle est revenue à la vie avec de nouvelles capacités, dont celle de maîtriser ses cheveux comme s'ils étaient des bras, ou plutôt des prolongations d'elle-même, et elle peut aussi utiliser un truc assez pratique, la télépathie. Donc soit elle vous éclate en vous étranglant avec ses tifs, ou sinon elle peut vous mettre dans le crâne qu'il faut que vous sautiez par la fenêtre. Vous avez aucune chance quoi. Sauf que, elle a une nouvelle mission, et elle tombe sur des gens plutôt balèzes. Elle doit récupérer une marchandise, très importante, et convoitée par beaucoup de pas beaux vilains, elle va être confrontée à une ancienne connaissance, qu'elle connaît plus, mais bon. Et surtout un mec qui, comme elle, a été modifié, elle va lui mettre des bâtons dans les roues, ou dans les cheveux, enfin quoi que ça fait des bigoudis, des bâtons dans les roues. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien c'est plutôt très cool. Déjà c'est dynamique, on a de l'action dès les premières pages, ça se castagne, on comprend vite le contexte et qui elle est, pas qui elle était, sinon ce serait pas la peine de faire un bouquin. Et le scénar, bien que simple, est hyper efficace. On sent bien que c'est là juste pour avoir une excuse pour mettre Roku en avant, parce que le perso est très charismatique et qu'on a envie de la voir évoluer ailleurs que dans Ninja, qui en plus est terminé maintenant Ninja. Et ça marche de ouf. Déjà, de partir sur l'histoire d'une antagoniste pour en faire une protagoniste, c'est souvent risqué, mais quand ça fonctionne à 200%. Et c'est le cas ici. Les méchants de l'histoire sont pas simplement des méchants, ils sont pas creux, ça offre des rebondissements assez intéressants, et c'est censé être un one-shot d'ailleurs, mais ça finit sans spoil, je vous rassure, sur la phrase « Roku reviendra ». Et oui, on veut qu'elle revienne. Surtout qu'on a le sentiment qu'elle a encore pas mal de choses à faire, et que là c'était que le début. Côté dessin, c'est pas mal du tout. J'aime bien les fonds, qui sont souvent simplement des aplats de couleurs finalement, chaudes ou froides, selon les lieux et l'action. En tout cas, ça fait bien ressortir l'énergie, et d'ailleurs l'action, on se focalise plus sur les persos, sans perdre en peps. C'est un peu trop carré parfois dans les lignes, mais ça m'a pas non plus sorti du truc, donc du bon boulot entre le trio Cullen, Bach et Petro. Je suis super impatient et j'espère vraiment qu'ils vont continuer avec Roku parce que ça y est, je suis à fond les potes. Donc sans surprise, un 4/5 pour ce one-shot
enragé qui on espère ne sera pas un one-shot finalement. Un manga, on va parler de Sayuri, un livre sorti chez Omake Manga de Rensuke Oshikiri, à qui on doit également Personnage, qui avait été assez remarqué cette année, et c'est sorti le 12 novembre chez nous. On n'est donc pas si loin de la sortie japonaise puisqu'on a seulement 10 ans de retard. Oui, je suis pro en Sarcastaball. Y'a quoi? Bon, en tout cas, Pépère Rensuke était pas super heureux à l'époque de la sortie de ce manga. Il nous le dit d'ailleurs à la fin du bouquin dans une note fort sympathique, puisqu'à la base, il était sorti en 2 parties au Japon, et ça scindait trop le récit, les lecteurs y voyaient une trop grande différence entre les deux. Alors ça a son importance de le souligner pour la suite. Alors quand il est ressorti 5 ans après en un seul tome, il était content parce que c'était moins perceptible, et l'histoire se lisait dans une seule et même continuité. Comme nous, aujourd'hui en France, c'est en un seul tome, donc il doit être heureux, Pépère. Et justement, l'histoire, quelle est-elle? Alors ça commence avec une famille, tout ce qui est de plus normal au Japon, et le père achète une nouvelle maison. Il y a mis toutes ses économies, et est fier de pouvoir y vivre et d'offrir un logement plus spacieux au sien, à tel point que ses parents viennent y vivre aussi. On compte donc dans cette famille, du nom de Kamiki, plusieurs personnages assez différents les uns des autres, donc le père, qui, loin d'être fortuné, prend tout de même son rôle de chef de famille à cœur. La mère, on va dire discrète. Les grands-parents, dont une grand-mère qui perd un peu la tête, et le grand-père souriant mais pas moins conscient qu'il est plus de première fraîcheur, hein, papy. Ensuite, on a les 3 enfants, avec la sœur, Keiko, qui est la forte tête et l'aîné, Norio, l'enfant du milieu, serviable et innocent, et enfin le petit dernier, Shun, qui est attachant, et ressemble beaucoup à son grand frère. Ils emménagent donc dans cette maison qui est relativement loin du centre-ville, d'où le prix plus abordable, et très vite, des bruits circulent et leur parviennent comme quoi cette maison ferait fuir les gens qui s'y installent. Et oui, effectivement, on comprend qu'il n'y reste pas. Ça commence avec des changements de comportement, puis des disparitions, et des apparitions. J'essaye de pas trop en dire pour vous laisser les mauvaises surprises intactes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la famille est brisée par la perte successive de certains de ses membres, et on ne sait pas vraiment qui est le héros d'ailleurs. Et ça, c'est assez balèze. Ou s'il y en a vraiment un héros. Ça, j'ai vraiment adoré, c'est pas un truc qu'on voit souvent, en tout cas, pas dans ce genre de récit, que ce soit en roman, en film ou en manga. On sait rapidement qui est le personnage central. Bah pas ici. Rensuke a bien pris soin de faire en sorte que tous les personnages soient au même plan. Ça donne une dimension plus tragique quand des malheurs surviennent. Arrivé à la moitié du manga, effectivement, on se rend compte que les choses changent, puisque nous entamons maintenant une partie plus complexe, à savoir la compréhension des événements. Et je comprends effectivement que quand on a 2 tomes distincts, qu'on a le premier et qu'on doit attendre le deuxième, en lisant le deuxième, on doit se dire c'est plus du tout la même chose que je lis. Alors que là, en un seul tome, on se dit c'est la continuité du truc. La première phase pose les bases du récit, et là on entre dans le vif du sujet. Ça change tout que ce soit en un seul tome, donc je comprends Rensuke qui voulait absolument que ce soit une seule et même œuvre et pas en 2 parties. Si la première partie représente la descente, nous sommes là clairement aux enfers. Un personnage extérieur viendra d'ailleurs apporter un soutien moral et nous apporter aussi un peu de quoi reprendre notre souffle. Ça fait du bien, parce que là c'est chaud. Mais ça va pas durer, il faudra bien que nos protagonistes reprennent les choses en main s'ils veulent s'en sortir, donc ils enquêtent et à partir de là, ils ont de quoi lutter. Est-ce qu'ils s'en sortent? À vous de le lire, hein. Si ça vous a hypé, je suis pas fou. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la fin n'est pas aussi téléphonée que dans les autres histoires de maisons qui font peur, et j'apprécie le côté double lecture, qui au-delà du côté effrayant, se montre aussi touchant et parle de la difficulté de vivre avec les siens et de l'importance de se faire confiance, de ne pas se cacher ou se voiler la face auprès de ceux à qui on tient. Bref, c'est vraiment très très bien construit, et les dessins qui au premier abord sont un peu déroutants, peut-être, deviennent rapidement dérangeants. Dans le bon sens du terme, dérangeant parce qu'ils foutent les chocottes. Alors il dessine ses persos de façon assez simple, Rensuke. Parfois le père peut faire penser à un Simpson par exemple. Alors, je grossis le truc exprès, c'est pas Homer non plus. Mais les traits s'en rapprochent pour devenir beaucoup plus sombres et chiadés quand on passe sur des scènes, des scènes de tourment. Du coup on est vachement plus impacté quand un truc étrange pop dans l'histoire. C'est vraiment sombre, violent, effrayant, alors que le cadre de base était touchant et presque mignon. Enfin voilà, vous aurez compris que je suis devenu fan de ce manga, il est vraiment trop bien, et je vais forcément le conseiller à qui recherche une histoire un peu tordue, mais avec du fond. Et c'est donc un 4,5 sur 5 pour ce titre exceptionnel que nous livre Rensuke, et merci à Omake de le diffuser en France, on manque d'auteurs de cette qualité. En cinéma, alors, comme la semaine dernière, les ciné sont fermés, du coup je me suis rabattu sur la SVOD que j'aime moyennement, vous l'avez compris, et mis à part quelques pépites bien trop rares du style Uncut Gems,
les fils ils sont pas de grande qualité. Du coup j'ai quand même traîné sur Netflix, Amazon, etc. Qui soit dit en passant, si les films sont moyens, les séries sont souvent excellentes, faut quand même le dire. Et du coup, j'ai regardé Happy Birthday. Alors vous allez pouvoir vous moquer. Je pensais jusqu'au moment de me renseigner sur le film, et donc de préparer ce podcast, que c'était une nouveauté Netflix. Alors j'avais évidemment pas fait attention au moment de le voir que la date était 2017. Alors je sais pas, une absence. Du coup, je le regarde, je me dis, bon, bah voilà, j'ai mon film, je vais pouvoir en parler. Je me renseigne, et là, la douche froide, je grelotte, j'ai les lèvres bleues, le film a 3 ans, et c'est pas un film Netflix. Et bah tant pis, j'ai pas le temps de voir autre chose, et franchement, j'ai pas envie de m'infliger une autre séance avec un film moyen, voire nul. Alors oui, je vais parler d'un film qui a 3 ans, qui a même une suite sortie en 2019, et vivement que mes repères reviennent vite avec la réouverture des salles obscures, et je fais ce que je veux d'abord. Bon, alors parlons de Happy Birthday, qui est sorti le 15 novembre 2017 du coup. Je sens vos moqueries. C'est un film qui dure pas très longtemps, il dure 1h30. C'est un film d'horreur de Christopher London, qui a réalisé 7 films déjà, mais aucun que je connaisse, même si Paranormal Activity me parle, hein. Mais j'ai lâché après le deuxième, donc le sien, je sais même pas ce que c'est. En fait, il est plus connu pour être le fils de Charles Ingalls que pour ses films. Enfin, l'acteur, c'est pas le fils de Charles Ingalls dans la série. C'est le fils de Michael Landon, quoi. Après, il a scénarisé pas mal de choses, dont Paranormal Activity 2, 3 et 4. Donc j'en ai vu un qu'il a scénarisé. Et voilà, bah c'est tout. Ensuite, on a Jessica Ross, la coloc d'Emma Stone dans La La Land, qui interprète l'héroïne. Israël Broussard et Rudy Modine qui jouent avec elle dans ce film. Alors c'est pas un casting de dingue, mais ça veut rien dire, tout le monde en conviendra, on peut très bien trouver des films géniaux avec des inconnus. Et je parle pas de films avec Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan. Bon, revenons à l'histoire, avant que je me fatigue moi-même. Tri, l'héroïne, se lève avec une belle gueule de bois dans le lit d'un inconnu, plutôt sympathique, mais pas vraiment de son style. Bah, il est normal quoi, alors qu'elle, c'est la garce de base. Elle passe sa journée, on voit comme elle est vénale, peste, et que son existence ne tourne qu'autour de ses apparences. Bon déjà, on m'a perdu là, hein. Je flaire le film, où comme par magie, grâce aux mésaventures que la protagoniste vivra, elle va ouvrir les yeux et devenir l'inverse de son image actuelle. Bon, on continue quand même, je commence un truc, je le termine. Elle se fait tuer dans une ruelle par un mec qui porte un masque de bébé, mascotte de l'équipe de l'université, et Tri, l'héroïne, se lève avec une belle gueule de bois dans le lit d'un inconnu, plutôt sympathique, mais pas vraiment son style, il est normal quoi, alors qu'elle, c'est la garce de base. Elle passe sa journée, on voit comme elle est vénale, peste, et que son existence ne tourne qu'autour de ses apparences. J'ai comme une impression de déjà vu, non ? Ah oui, c'est une boucle temporelle, et à chaque fois qu'elle meurt, elle recommence sa journée dans le lit de l'inconnu, sauf que forte de ses différentes expériences, elle va faire en sorte de récolter des indices pour démasquer le tueur et ne plus avoir à subir cette journée qui finit plutôt mal. Alors ça donne lieu à des scènes plutôt sympas quand même. Je dois bien l'avouer, c'est marrant parfois. Bon, elle pète dans une scène quoi. Bon, c'est pas ouf en fait. Et c'est pas long, heureusement. Je dis pas que c'est nul, parce que j'ai passé un bon moment. J'ai pas passé un mauvais moment, en tout cas. Mais c'est pas hyper bien écrit, ni bien réalisé d'ailleurs. C'est un film moyen, qui n'a pas d'autre ambition que de faire passer le temps. Il nous fait sourire. Alors c'est un peu le mélange entre Scream, en moins bien, hein, et surtout en moins sanglant, et Un jour sans fin, en moins drôle. Alors il y a des lacunes, quoi, c'est pas mauvais, c'est pas ouf non plus. Alors je vais pas m'étendre là-dessus. Les acteurs sont pas nuls, l'actrice principale est cool, bien que j'ai du mal à voir en elle une étudiante, mais elle s'en sort bien, les scènes de meurtre sont des fois rigolotes, ou trashouillettes, et elle le fait bien, le tueur au masque apparaît de façon brusque de temps en temps, ça fait monter la pression, l'inconnu est bien aussi, il a une bonne bouille, on a envie qu'il soit son petit ami, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'on a envie de comprendre qui est le tueur, et tout au long on se dit, c'est bon, j'ai compris, c'est lui. Ah bah non, c'est peut-être lui en fait. Ah ça y est, c'est elle. Ah bah en fait, je sais pas qui est le tueur. Ah mince, je suis pas balèze alors. Bon, on a quand même pas vraiment de surprise à la fin du film. Le petit tour scénaristique vaut le coup, et il va bien quoi. Voilà, donc un film que j'aurais sûrement apprécié quand j'avais 16 ans, mais là à 34 ça marche un petit peu moins bien, donc on va aller sur un 2,5 sur 5. Je suis jamais vraiment rentré dedans,
même si j'avais pas envie de lâcher pour comprendre. J'attendais que ça finisse pour jouer à Assassin's Creed quand même. Bon, allez, je vais mettre 3 sur 5, je suis sympa, j'ai quand même souri tout le long. Et je dois quand même préciser, attention, gros spoil, ouais, la meuf qui était une méga garce et une peste, bah finalement, à la fin, elle est super sympa, quoi. Trop cool. Putain, maintenant, elle a pris conscience que c'était pas bien d'être une salope, quoi. Voilà, donc du coup, bah, c'est trop bien. Bon, je laisse quand même 3 sur 5, vraiment parce que j'ai souri. Allez, bisous, hein, le film. Et donc, sans transition, on va passer à la boîte de chocolat, mes petits potes. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et dans la boîte de chocolat. En comics, le 9 décembre, sort chez Marvel, Panini Comics, une nouvelle histoire de symbiote Spider-Man. Après Retour au Noir, on va pouvoir lire Alien Reality, toujours écrit par Peter David, qui n'est clairement pas n'importe qui, hein, le mec est là depuis les années 90, voire même la fin des années 80, et c'est dessiné par Greg Land, qui lui aussi a pas mal bossé chez Marvel. Pour resituer, le premier opus se déroulait entre le moment où Peter revenait des guerres secrètes et avait trouvé le symbiote, et l'arrivée de Venom. Il est donc pour le moment inconscient du danger que représente le costume noir, mais qui est tellement stylé. J'aime Spidey en bleu et rouge, hein, mais en noir, il est tellement plus classe. Il était aussi en couple avec Felicia Hardy à cette période, la petite sœur de Tom Hardy. Ah, on me dit dans l'oreillette que cette info est une fake news. Il faut que je ferme ma gueule, mes blagues sont pas drôles. M'en fous, je suis tout seul en fait et j'ai même pas d'oreillette. Je vais continuer mes blagues les potes, mes blagues pourries. Donc Felicia Hardy, la chatte noire, est la zouze de Peter et fait partie intégrante du récit. Alors j'avais bien aimé cet épisode, et le traitement sur Mysterio était cool dans le premier opus. Un malfrat raté qui veut en mettre plein la vue pour se faire un nom, ça le rendait plus humain, mais pas moins pathétique, et on avait presque de la peine pour Mysterio. Et juste de voir Spidey avec le symbiote, ça me titille, hein. Ça titille ma nostalgie. Et j'adore quand il le porte. Le choix de travailler avec un vieux de la vieille comme Peter David devient tout de suite plus clair. Il connaît cette période et sait comment réinventer des récits sur une phase qu'on pensait terminée. Et je dirais même que c'est culotté finalement de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de arriver avec un récit qui finalement se déroule après les guerres secrètes, guerre secrète qui, je vous le rappelle au cas où, le comics il s'est terminé en 1985. On est en 2020. Donc c'est risqué, mais ça marche. Bon, par contre, je vous rassure, les dessins sont plus modernes. On est sur quelque chose de récent. On n'est pas sur quelque chose qui ressemble à ce qu'on faisait dans les années 80. Donc là, nouvel opus de symbiote Spider-Man. Pas vraiment une suite, puisqu'on peut lire un peu partout que c'est un one-shot. Mais le duo revient et reprennent la timeline du premier tome qui était sorti en début d'année. Cette fois, ciao Mysterio, salut le super bouffon, et il est là avec de nouveaux pouvoirs qui vont donner du fil à retordre à notre araignée. Du fil. Araignée. On m'arrêtera jamais. Il sera accompagné ce coup-ci du Doc Strange pour affronter cette menace, mais cela suffira-t-il? On le saura bientôt les potes. Bon, en manga évidemment, le tome 17 de The Promised Neverland, j'en ai assez parlé, j'adore, oui c'est vachement bien, oui je vais le prendre, oui je vais le dévorer en un temps record, voilà, le 9 décembre, toujours chez Kazé. Le premier tome de L'homme qui tua Nobunaga, dont je parlais dans le podcast précédent, sera repoussé d'ailleurs, je suis tristesse, il sortira finalement le 30 décembre. Non là, la vraie sortie manga, c'est la réédition chez Delcourt Tonkam de Dororo, le 30 décembre. Pour ceux qui connaissent pas, hein, Dororo, c'est un manga de Osamu Tezuka sorti il y a environ 50 ans. Je pense qu'on peut dire que c'est un classique, et aujourd'hui, on fait pas forcément mieux en termes de scénario. Dororo, c'est l'histoire d'un gamin qui est né sans nez, sans yeux, sans membres, sans rien en fait, parce que son cher papa a fait un marché avec 48 démons, et leur a donné les parties du corps de son chérubin en guise d'offrande, tout ça pour être puissant dans son pays. Enfin dans sa contrée même, parce que c'est même pas le pays entier. Sauf que le môme, le petit Yakimaru, il a pas envie de mourir, et c'est un médecin qui va l'élever, et surtout lui fabriquer un corps avec des prothèses, des membres artificiels, qu'il manie à la perfection, à tel point qu'il devient même plutôt balèze, et peut nous casser la figure comme jamais si l'envie lui en prenait. Il est poursuivi par des démons, mais comme je disais se défendre, il sait faire, alors il casse des tronches et s'éloigne de chez son père adoptif pour le protéger de cette menace. Sur son chemin, il va rencontrer un enfant, plus jeune que lui, qui se nomme Dororo, et ils vont prendre la route, ensemble,
et vivent de nombreuses aventures qui le reconstruiront petit à petit, au sens propre comme au sens figuré. Alors je suis super content que ce chef-d'œuvre ressorte enfin, on n'avait pas eu le droit de le voir sur les étagères de nos libraires depuis 2006, et il manque cruellement à ma bibliothèque. Donc je vais pouvoir le relire, et je sais déjà que je vais prendre un plaisir certain à revivre ces moments avec eux. Alors oui, depuis 50 ans, les dessins ont pris un petit coup de vieux, plus que les Snowblood par exemple, mais ça fait partie du plaisir aussi, on l'oublie vite de toute façon. Il y a eu un animé l'année dernière, qui était excellent d'ailleurs, et reprenait cette histoire, c'était en 24 épisodes. Alors c'était un peu plus moderne, et moins long, puisqu'il y avait 12 démons au lieu de 48, mais j'avais vraiment apprécié ce petit coup de jeune, je vous la conseille, et si lire des mangas aussi antiques, si je puis dire, vous dérange, que je peux comprendre, et bah l'animé est très bien. Au cinéma, bah là, on va être pas mal en décembre. Du Quentin Dupieux avec Mandibule le 16 décembre, on a du Wonder Woman qui devrait sortir le 16 aussi, et surtout celui dont on va parler aujourd'hui, Sacrée Sorcière de Robert Zemeckis, que je vais présenter bien qu'on n'ait pas besoin, enfin j'espère. Robert Zemeckis, on va dire pour nos jeunes auditeurs, parce que les plus vieux je ne peux pas admettre qu'ils ne le connaissent pas, c'est le monsieur qui a fait les 3 retours vers le futur, Roger Rabbit ou encore Forrest Gump pour ne citer que ses films les plus connus. Sacrée Sorcière sortira le 23 décembre avec Anne Hathaway, Catwoman dans Batman The Dark Knight, Octavia Spencer qu'on a vu dans Shape of Water ou dans Les Figures de l'ombre, et plein d'autres acteurs sympas. Côté production, on peut noter Guillermo del Toro et Alfonso Cuarón. J'ai pas lu les romans de Roald Dahl, j'ai pas vu non plus la première adaptation sortie en 90 par Nicolas Roeg, parce que ça me faisait ni chaud ni froid, on va pas se mentir, mais là je dois avouer que je suis curieux. Quand je vois la bande-annonce, j'ai l'impression d'être un enfant qui va voir son premier film un peu de grand, avec des sorcières qui ont des têtes qui font peur, mais aussi avec des gamins qui se font transformer en souris, quoi. Bon, c'est vrai que les souris sont pas ultra réussis, je trouve. Mais je sais pas, pour une fois, ça me dérange pas finalement. J'ai pas l'impression que ça va nuire au propos. En plus, le reste a l'air vraiment bien. Les décors entre le burlesque et le gothique, les couleurs vives, le casting est très bon, et les couleurs sont pas mal du tout. En tout cas dans la bande-annonce. Pour l'histoire, on est en 67, et Bruno, un petit orphelin qui a une bonne bouille, va vivre chez sa mamie dans un coin paumé de Demopolis en Alabama. En Alabama, je ne sais plus parler. Pas de chance, ils vont aller dans une station balnéaire en même temps qu'un séminaire de sorcières qui s'y sont réunis incognito pour mettre en place des plans diaboliques, des trucs de sorcières quoi. Quoi qu'il en soit, les images qu'on a du film laissent penser que ça va être une sacrée aventure et que les sorcières, bien que chauves et avec de larges sourires, vont nous offrir un pur divertissement de Noël, drôle et captivant, et je pense qu'on a besoin de déconnecter un petit peu en ce moment. Et donc voilà mes lapins, on en a fini avec la boîte de chocolat, on va donc passer au partage. On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. Alors pendant ce mois emprisonné chez moi, j'ai regardé pas mal de séries et d'animés du style Bitoom sur Netflix, que j'avais ni lu ni vu, et c'est très cool, on dirait un Battle Royale 2.0, même si on y pense quand on le regarde, ça enlève aucunement de suspense et on est à fond avec les héros. Bref, très très bien. Ou aussi Barbare, qui était fort sympathique, toujours sur Netflix. Et pendant ce temps à regarder des séries, j'ai surtout découvert un animé sur Wakanim, tellement au top, en tout point. Je suis surpris de pas en avoir entendu parler plus que ça, quoi. J'en ai pas entendu parler avant de la voir, en tout cas. Ça s'appelle Akudama Drive. La série est en cours, au moment où j'enregistre. Alors j'ai vu 7 épisodes, et le 8e vient de sortir, donc je pense qu'à la fin de l'enregistrement, je le regarde. La série est en 10 épisodes, donc c'est bientôt la fin de la saison 1. Et c'est pas une adaptation, c'est une œuvre originale, et ça se voit que c'est pensé pour la vidéo, parce que la partie graphique est vraiment dingue. La diffusion a débuté en octobre sur Wakanim, et c'est 2 studios qui sont derrière ce projet, le célèbre studio Pierrot pour l'animation classique, et Asahi Productions pour l'animation 3D et les bières, qui est juste magnifique. Ah non, pas les bières, juste l'animation 3D, pardon. La série a été créée par Kodaka Kazutaka. Je sais, je vous saoule avec mes blagues. Pas grave, on est en petit comité. On se retrouve dans un futur post-apocalyptique, après que le Kanto et le Kansai se soient mis sur la tronche à coups de bombardements bien violents. Et le conflit s'est arrêté suite à une bombe d'une ampleur tout autre, lâchée sur le Kansai, qui entraîna la formation d'une sorte de dôme, plutôt compliqué à franchir, dont seul le Shinkansen est apte à le faire. Alors pour ceux qui savent pas, le Shinkansen c'est l'équivalent du TGV en version japonaise, donc 3 fois plus stylé quoi. Du coup, le Kansai, c'est le Dawa, et les Akudama y abondent. Les Akudama c'est des criminels quoi. Et certains de ces criminels sont appelés par un employeur inconnu, qui réunit donc une équipe composée de bagarreurs, de coursiers, de médecins, d'assassins et de hackers. Tout le long, on va les appeler comme ça. C'est-à-dire que bagarreur, il a pas de prénom, on l'appelle bagarreur. Coursier, on l'appelle coursier, etc. Une petite nénette, toute mimi et kawaii, va se retrouver par erreur dans un commissariat
est prise pour une arnaqueuse. Vous imaginez comment on va l'appeler? Et elle aussi sera embrigadée dans cette équipe, avec un dernier zozo, un criminel de bas étage qui se fait passer pour un dingo. L'équipe est montée, et des missions leur sont confiées, et l'histoire se fera autour de ça. Bon, franchement, l'histoire, c'est qu'une excuse pour en prendre plein la vue, en fait. Certains diront que c'est sans intérêt d'ailleurs, mais les personnages sont tous hauts en couleur et les scènes d'action sont tellement impactantes que balèque de l'histoire en fait. On se pose, on regarde et on profite. On peut même poser son cerveau et juste profiter des couleurs qui sont folles, ultra lumineuses, des persos et des dingueries qu'ils vont faire, et l'animation qui est à un niveau, et je peux pas l'expliquer, faut regarder en fait. Les décors sont hyper travaillés, et les transitions aussi, ça change tout. Bref, regardez Akudama Drive, et profitez de la qualité visuelle que ça offre, vous allez m'en dire des nouvelles les petits potes. C'est la fin de cet épisode, mes petits amis. Comme toujours, on se retrouve dans 2 semaines. Les cinés seront encore fermés, donc on reste sur de la SVOD, mais on va trouver des trucs coolos, mes petits lapins, pas de soucis. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter le podcast sur Spotify, Deezer, Stitcher, Podcast Addict, Apple Podcast, 5 étoiles sur Apple Podcast, le référencement, tout ça, clin d'œil, cœur. Le podcast est aussi dispo sur YouTube, je suis sur Insta, à supplément.geek, où vous retrouverez les photos des comics et mangas dont on parle ici, et parfois plus. Sinon sur Twitter, à geek supplément, tout attaché et sans point. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, mes petits geeks et mes petites geekettes, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Bisous, bisous. Hasta la vista, baby.